bienvenue à tous dans cette cinquième séance du séminaire Suicide, psychiatrie et sciences sociales. On a abordé dans un premier temps la partie grand texte, donc qui a été consacrée plutôt aux grands auteurs qui ont abordé le suicide d'un point de vue historico-sociologique. Le mois dernier, nous avons abordé les interprétations du suicide d'Emma Bovary dans l'œuvre de Flaubert. Et aujourd'hui, nous retrouvons Christian Baudelot pour une sociologie contemporaine du suicide. Donc, nous passons plutôt à une deuxième phase du séminaire qui sera consacrée plutôt à des approches sociologiques et à des enquêtes. Alors, attendez, il y a encore des gens que je dois admettre. Voilà. On va attendre encore Astrid quelques minutes car je pense qu'elle n'est pas arrivée. Voilà. C'est pour ça que c'est bien d'être deux. Très bien. Bon, je vais quand même commencer à présenter Christian Baudelot en attendant Astrid Chevance. Donc aujourd'hui, Christian Baudelot va nous faire une présentation avec un focus en particulier sur l'ouvrage Suicide, l'envers de notre monde. Je voudrais partir en fait de l'introduction de cet ouvrage qui est de savoir qu'est-ce qu'on peut penser de neuf et de robuste sur le suicide depuis 100 ans, qu'il y a des sociologues et qu'ils calculent des taux. Donc voilà, l'idée aujourd'hui de s'intéresser à une sociologie contemporaine du suicide. Et donc pour présenter Christian Baudelot, il est sociologue, il a enseigné dans les universités de Lille, de Nantes, de Yale, de NYU, à Shanghai, également à l'ENSAE, puis au département de sciences sociales de l'École normale supérieure, dont il a été le directeur de 1990 à 2008, et il a également travaillé à l'INSEE. Donc Christian Baudelot a également publié beaucoup d'ouvrages et un certain nombre avec Roger Establé qui ont été écrits à quatre mains. Dont celui-là. Dont celui-là d'ailleurs, exactement. C'est absolument collectif. Oui. Donc, vous avez travaillé sur les inégalités sociales, sur la scolarisation des filles, on se souvient tous de Aller les filles et de son actualisation d'ailleurs. Vous avez également donc beaucoup travaillé sur la sociologie du suicide, en commençant par un ouvrage que vous avez publié en 1984 qui s'appelle Durkheim et le suicide. Et ensuite, vous avez pu travailler sur la question plus contemporaine du suicide avec Suicide, l'envers de notre monde, qui a été publié en 2006, puis en 2018 pour une actualisation, si je ne me trompe pas, ce qui vous a permis donc de faire ce que moi j'appellerais une géopolitique mondiale du suicide en montrant des exceptions par ère géographique notamment et culturelle. Donc un ouvrage qui est absolument passionnant. Alors aujourd'hui, vous allez d'abord aborder, moi j'aurais bien aimé que vous abordiez un peu le contexte dans lequel vous avez travaillé depuis quasiment 40 ans sur la question du suicide, comment on travaille sur le suicide en tant que sociologue pendant toute sa carrière, l'évolution des choses. Et ensuite, donc, vous nous parlerez on partira de Durkheim, et ensuite, vous nous parlerez un petit peu de l'approche du suicide contemporaine. Et ensuite, on viendra donc aux mutations récentes de la question. Voilà, je vais vous laisser la parole. D'accord. Bon, je vais répondre très simplement à votre question sur pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à cette question et qu'est-ce qu'on a fait. On était des chercheurs, bien sûr, mais aussi des enseignants. Et tous les ans, on avait des étudiants qui débarquaient en sociologie. Donc, il fallait leur apprendre les bases. Et pour apprendre les bases de la sociologie, le plus simple, c'était de faire des cours sur Émile Durkheim, fondateur de la sociologie, et en particulier de son livre fondamental, qui a vieilli d'une certaine façon et pas toujours, qui reste encore très jeune, qui s'appelle Le suicide. Bon. Et c'était, on expliquait ce qu'avait fait Durkheim, comment il avait choisi les choses, comment les résultats qu'il avait trouvés, etc. Et puis, on faisait ça tous les ans. Bon. Et puis, un jour, un étudiant d'Aix-en-Provence où enseignait Roger Establet est arrivé à la fin du cours et a dit à Roger, écoutez, c'est très intéressant, Durkheim, tout ça, très, très intéressant, mais aujourd'hui, le suicide, c'est quoi alors? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et c'est à ce moment-là, on s'est dit, mais oui, au fond, c'est très intéressant d'essayer de comprendre comment ça a évolué, etc. Donc, c'est comme ça qu'on est parti. Très bien, d'accord. Alors, l'exposé que je voulais faire aujourd'hui, si vous voulez, il aura deux parties. Une première partie sur, en gros, que nous apprend Durkheim et la sociologie de Durkheim en matière de suicide, et une deuxième partie consacrée à aujourd'hui, on peut faire mieux, on peut aller plus loin,
et je veux dire, on n'est pas obligé je veux dire, de rester sans arrêt, je veux dire, la question a progressé et on a fait d'immenses progrès dans la connaissance du suicide et en particulier avec quelque chose que je vais beaucoup développer sur la pluridisciplinarité avec entre les psys, toutes catégories, psychanalyse, psychiatre, psychologue, etc., et les sciences sociales, sociologie, statistique, etc. Donc voilà. Alors, si vous voulez, je vais commencer donc première partie, hein, Émile Durkheim. Vous voulez partager l'écran peut-être? Ah, d'accord. Alors, partager l'écran. D'accord. Voilà. Normalement, c'est possible. Je vous donne le point. Voilà. Et après, je fais... À partir de la diapositive actuelle, un peu plus à gauche. Alors... Si vous allez en haut, voilà, voilà, ici. Voilà. OK? Parfait. C'est bon. Bon. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, première partie, donc, Émile Durkheim, le suicide est un fait social. C'est très important, c'est un fait social. Et deuxième partie, donc, je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la connaissance du suicide? Alors, il est clair que tout suicide est singulier, hein, c'est-à-dire que les ressorts d'un suicide relèvent de la part la plus intime de la personne qui l'accomplit et on invoque aussitôt pour l'expliquer, je veux dire, des raisons personnelles, son caractère, son enfance, ses relations avec ses parents, son travail, ses amis, ses amours, sa fragilité mentale, bref, sa vie à lui qui ne ressemble à celle d'aucun autre. Et on a raison. Et bien souvent, la victime emporte avec elle les causes véritables de son passage à l'acte. Pourtant, et c'est ça l'intérêt de Durkheim, je veux dire, pourtant, dès lors qu'on prend un peu de distance avec cet acte individuel et qu'on additionne tous les cas de suicide observés une année donnée dans un pays et qu'on divise la somme obtenue par le nombre d'habitants, on obtient une grandeur abstraite qu'on appelle le taux de suicide. Or, les deux opérations arithmétiques élémentaires qui produisent ce taux, d'abord une addition et ensuite une division, c'est-à-dire on additionne tous les suicides d'une année et la division par le nombre d'habitants, convertissent d'un coup un drame individuel en un fait social. Et 10 000 drames deviennent le point d'une courbe continue, l'imprévisible entre dans l'ordre de la prévision et l'événement, si vous voulez, échappe au destin individuel pour s'inscrire parmi les grandes grandeurs collectives qui caractérisent une société, comme un taux de chômage, un taux de croissance, la proportion de bacheliers dans une classe d'âge, etc. Bon. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps et aujourd'hui encore, l'approche de la sociologie se fait à partir de l'analyse des variations des taux de suicide d'une année sur l'autre ou, je veux dire, d'une catégorie à l'autre, etc. Alors, ces taux sont extrêmement robustes car d'une année sur l'autre, ils évoluent peu. Alors, vous voyez sur ce graphique l'évolution du taux de suicide en France de 1826 à 2017. Bon. Alors, ça commence bas, hein, je veux dire, et tout au long du 19e siècle, ça monte. Alors, vous avez trois grands trous. Le premier, c'est la guerre de 70, celui-là. Le deuxième, c'est la guerre de 1914. Et le troisième, c'est la guerre de 1945. Bon. Alors, ensuite, si on regarde la période contemporaine, enfin récente, etc., c'est qu'après la guerre de 40-45, de 39-45, vous avez toute une époque qui correspond, enfin une sorte de plateau qui correspond aux 30 glorieuses, c'est-à-dire qu'il y a une stagnation du suicide au niveau des 30 glorieuses. Et ici, il y a une rapide remontée, c'est les chocs pétroliers. 73, c'est l'époque des chocs pétroliers, et à ce moment-là, ça monte en même temps que monte le chômage et tout un ensemble d'autres grandeurs sociales. Et paradoxe sur lequel je reviendrai tout à l'heure,
c'est qu'à partir des années 85-87, en France, mais dans la plupart, dans la quasi-totalité des autres pays, on observe une tendance à la baisse qui est extrêmement accentuée, puisque alors, les derniers chiffres, si vous voulez, du suicide, c'est malheureusement 2017. Hein. Je veux dire, parce que c'est extrêmement lent et il y a énormément de travail à faire là-dessus, c'est-à-dire qu'il est absolument anormal qu'en France, on ait autant de retard pour publier des chiffres comme ça. Enfin, ça, on pourra en discuter, mais je veux dire, ce n'est pas normal. Donc, on a, les chiffres les plus récents, c'est 2017. Et vous voyez que 2017, on arrive à peu près au niveau, à un niveau inférieur, je veux dire, à peu près à l'époque de la guerre de 1870. C'est-à-dire que, je veux dire, ça fait très, très longtemps. Votre micro est... Le micro est coupé. C'est bon, Larmi, il faut peut-être reprendre la dernière minute de parole, s'il vous plaît. Mais là, vous m'entendez ou pas? Oui, maintenant, c'est bon. Ouais. Bon, d'accord. Bon. Donc, alors, vous voyez que c'est une courbe enfin, qui a un sens et voilà l'évolution. Bon. Alors, ensuite, si vous voulez, donc, les écarts se maintiennent dans le temps. Alors, aujourd'hui en France, aujourd'hui dans le monde, la Biélorussie, la Russie, les pays baltes dépassent et de loin tous les autres. Et inversement, les pays méditerranéens, africains, latino-américains sont par contre beaucoup moins affectés par le phénomène. Et donc, à long terme, si vous voulez, les évolutions s'inscrivent sur des courbes qui ont en gros le même profil pour tous les pays qui partagent un même niveau de développement économique. En revanche, les taux de suicide au sein même d'un pays varient fortement dès qu'on les croise avec de grandes variables sociales. Alors, les hommes se suicident 3 à 4 fois plus que les femmes, les jeunes moins que les vieux, les pauvres plus que les riches, les habitants des grandes villes moins que ceux des petits villages de campagne. Du temps de Durkheim, les protestants se suicidaient plus que les catholiques, etc. Et donc, on a, si vous voulez, un certain nombre d'évolutions comme ça. Alors, vous voyez là, pour 85-2017, je veux dire, on voit bien la différence entre les hommes, enfin, je veux dire, vous comparez le bleu et les hommes, je veux dire, c'est à gauche et les femmes, c'est à droite. Bon, et vous voyez que même en 85 et même en 2017, je veux dire, l'écart est énorme, enfin, je veux dire, entre les taux de suicide des hommes et des femmes. Et deuxièmement, on a, au point de vue des classes d'âge, il y a une tendance qui est générale. Là, j'ai pris 1980, 2000-2016, bon, la tendance d'ensemble est la même, c'est-à-dire que les suicides des très jeunes sont faibles et ça n'arrête pas de croître, je veux dire, avec l'âge. Mais alors que, si vous voulez, la courbe bleue, c'était 1980, on observe depuis 1980 des modifications importantes, c'est-à-dire que le taux de suicide des jeunes monte et celui des personnes les plus âgées tend aussi un peu à diminuer. Bon. Donc, ça, c'est des choses importantes. Et d'autre part, au point de vue des catégories sociales, autant qu'on peut les mesurer dans ces statistiques-là, je veux dire, les catégories qui se suicident le plus, ce sont les cultivateurs, les agriculteurs, les paysans. Ensuite, les ouvriers et les cadres beaucoup moins. Donc, si vous voulez, on est dans un régime qui ne bouge pas, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça monte et des moments où ça baisse, mais ça monte pour tout le monde et ça baisse pour tout le monde aussi, et il n'y a pas enfin, je veux dire, bon. Et d'autre part, je veux dire, dans les pays riches, alors le suicide est plus fort dans les pays riches que dans les pays pauvres, mais dans les pays pauvres, dans les pays riches, ce sont les pauvres qui se suicident. Alors là, j'ai pris une statistique américaine qui est très intéressante. C'est, si vous voulez, vous avez, enfin, je veux dire, le revenu médian en dollars, je veux dire, sur l'abscisse et en ordonnée, c'est le taux de suicide. Et vous voyez que les États les plus pauvres
je veux dire, Arizona, Montana, Nouveau-Mexique, Wyoming, Nevada, etc., ont les taux de suicide, enfin, je veux dire, ont des taux de suicide assez faibles, alors que Californie, New Jersey, Massachusetts, c'est-à-dire toute la côte Est, je veux dire, le suicide est beaucoup plus faible. Bon. Et on peut faire la même chose avec d'autres données, etc. Alors, toutes ces constantes, si vous voulez, alors on se suicide aussi beaucoup moins l'hiver qu'au printemps, beaucoup plus en début de semaine que pendant le week-end, et toutes ces variations s'observent dans l'immense majorité des pays, avec deux exceptions notables, c'est-à-dire en Inde et surtout en Chine, les femmes se suicident plus que les hommes. Ça, c'est extrêmement important et intéressant, on y reviendra peut-être. Alors, toutes ces constantes-là ont été découvertes à la fin du 19e siècle par Durkheim. Alors, comment est-ce qu'il les explique? Le fil directeur qui anime l'explication du phénomène est pour Durkheim ce qu'il appelle le concept d'intégration. Aujourd'hui, on parle de lien social. Et il constate, si vous voulez, à son époque, que les célibataires, les veufs, les divorcés se suicident plus et souvent beaucoup plus que les personnes mariées et les personnes mariées qui ont des enfants. Et les écarts entre les statuts matrimoniaux sont plus faibles aujourd'hui, mais ils demeurent significatifs. Alors, la famille, donc, protège du suicide. Et c'est la famille qui relie fortement les uns aux autres, les individus qui la composent, et elle les intègre et, du même coup, les protège. Et donc, la famille fournit à Durkheim une sorte de modèle réduit de la société dans son ensemble, et un groupe social, quelle que soit sa taille ou son statut, famille, entreprise, village, religion, association, nation, n'existe que dans la mesure où il maintient son unité contre les différences individuelles par des liens qui associent les individus les uns aux autres. Et lui, si vous voulez, c'est intégration, et c'est vraiment le lien social, maintenant on appelle ça le lien social, mais qui est le moyen de défense le plus efficace contre le suicide, et sa dissolution offre un risque, etc. Bon. Et donc, il mène son analyse dans tout un ensemble de pays du monde. Alors là, si vous voulez, il y a quelque chose de très important à saisir. Il faut bien comprendre les limites de la sociologie du suicide. C'est-à-dire que le suicide, et ça il faut le dire avec beaucoup d'humilité, il faut le dire, c'est que le suicide n'est pas un fait qui dissiperait son mystère sous le scalpel statistique du sociologue, lequel, en exhibant les facteurs sociaux qui le déterminent, l'expliquerait dans sa totalité. Il faut, avec modestie, inverser complètement le point de vue, c'est-à-dire que ce n'est pas le sociologue qui éclaire le suicide, c'est le suicide qui éclaire la société. Et donc, c'est très, très important à savoir, hein, ça. C'est-à-dire que c'est je veux dire, il faut l'affirmer très nettement, la sociologie du suicide nous apprend, en tous les cas dans sa formule durkheimienne, pas beaucoup sur le suicide en tant que drame individuel. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, par contre, les constats statistiques qui sont mis au jour par la sociologie du suicide incitent à s'interroger sur les facteurs sociaux qui le favorisent ou qui l'empêchent. Bon, par exemple, les femmes se suicident de 3 à 4 fois moins que les hommes dans l'immense majorité des pays. Alors, en soi, ce constat ne nous apprend rien sur le suicide, mais il oblige à se demander pourquoi les femmes se trouvent ainsi protégées. Alors, est-ce que c'est résistance des femmes ou fragilité des hommes? Alors, si j'ai le temps, enfin, tout à l'heure, je vous dirai ce qu'en a pensé Durkheim. Ce n'est pas avouable aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'était extrêmement intéressant. Enfin, on disait que, en gros, il dit que, je veux dire, mentalement, les femmes sont quand même très inférieures aux hommes. Et donc, c'est pour ça que, je veux dire, que le suicide est quand même un acte intellectuel fort. Bon, enfin, bon, peu importe. Bon, mais je veux dire, bon, c'était l'époque. Mais pour quelles raisons? Par exemple, la tendance
aujourd'hui à l'égalisation des statuts sociaux. Bon, on est loin d'une égalité entre les hommes et les femmes, mais je veux dire, c'est quelque chose qui a quand même énormément progressé. Eh bien, dans la plupart des pays développés, on s'attendrait donc à ce moment-là à ce que, je veux dire, les rapports entre que le suicide des femmes augmente. Pas du tout. Pourquoi? Bref, la sociologie du suicide, si vous voulez, incite à poser des questions tout à fait nouvelles sur qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme dans nos sociétés. Bon, alors, les réponses qu'on donne aujourd'hui, c'est que la femme et les femmes sont statutairement beaucoup plus engagées que les hommes dans les relations familiales, et les femmes assurent la continuité intergénérationnelle, beaucoup plus que les hommes, qui vivent beaucoup plus dans l'univers des contemporains, du travail, etc. Bon, alors, pendant un siècle et demi, le suicide a cru régulièrement avec l'âge, en culminant aux âges élevés. C'est toujours la même tendance, mais je veux dire, il y a une élévation du suicide parmi les classes d'âge jeunes, entre 20 et 30 ans, 20 et 35 ans, etc. Bon, pourquoi? Et c'est évident que cette modification de grande ampleur renvoie à une transformation fondamentale, enfin, je veux dire, du statut, je veux dire, du contenu social des âges de la vie au sein de nos sociétés. Et qu'est-il arrivé aujourd'hui à la jeunesse depuis les chocs pétroliers pour la désespérer à ce point? Bon, autre exemple, si vous voulez, les rythmes sociaux qui scandent notre vie quotidienne. Alors, je veux dire, par exemple, contrairement aux représentations romantiques qui font du dimanche le jour le plus noir de la semaine, enfin, il y a des sombres dimanches, les dimanches, enfin, Juliette Gréco s'est illustrée là-dessus. Bon, le nombre de suicides atteint, enfin, si vous voulez, le jour où le suicide atteint le maximum, c'est le lundi. Et le suicide diminue régulièrement du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le samedi et dimanche, c'est là où il est le plus faible. Pourquoi? Bon, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et en quoi l'approche du dimanche parvient-il à, je veux dire, à restaurer les liens sociaux, etc. Et donc, je veux dire, là, on a aussi des évolutions extrêmement intéressantes aussi en ce qui concerne la saisonnalité du suicide. Au XIXe siècle, où l'agriculture était extrêmement forte, était l'activité pratiquée par le plus grand nombre de personnes, c'était le suicide culminait au mois d'août. Et les écarts entre les saisons étaient très forts. Depuis, je veux dire, au XXe siècle et début du XXIe, etc., ce n'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que les écarts entre les saisons est beaucoup moins fort d'une part, et d'autre part, je veux dire, le suicide baisse énormément au cours de l'été, et c'est plutôt au printemps qu'il est le plus fort en ce moment. Bon, et donc ce n'est plus le rythme de l'activité agricole qui scande notre vie sociale, mais au contraire celui de l'institution scolaire avec ses vacances, ses rentrées, etc. Et alors là, on a fait, avec des étudiants de l'INSAE, une enquête extraordinaire. On s'est fait enfermer, enfin, je veux dire, on a pas mal travaillé sur la saisonnalité du suicide. Et on savait qu'en 1972 est intervenue une réforme de l'éducation nationale extrêmement efficace, c'est que le jeudi a été remplacé par le mercredi. Et c'est très intéressant parce qu'avant, je veux dire 1972, le taux de suicide des hommes et des femmes était, je veux dire, descendait régulièrement, avec pour les femmes une baisse forte du suicide le jeudi. Et là, il y a eu vraiment une réforme scolaire qui a eu un effet immédiat, c'est que depuis 1972, le taux de suicide des femmes, le creux qu'on observe dans le jeudi, c'est le mercredi. Donc, vous voyez, il y a enfin, on met en évidence, je veux dire, des régularités extraordinairement intéressantes. Bon, alors, donc, si vous voulez, la statistique comparée des 19e et du 20e nous incite à une réflexion sur les formes de sociabilité des sociétés modernes, leur vigueur incontestable
mais aussi leur fragilité et leur coût. Parce que d'un côté, les sociétés modernes tendent à détruire les solidarités traditionnelles, je veux dire le village, la religion, etc. Donc à désenchanter le monde, et à laisser l'individu face à lui-même. Et donc par là, elle semble favoriser le suicide, mais d'un autre côté, elle crée tout à fait d'autres formes de sociabilité, l'urbanisation, parce que c'est dans les grandes villes quand même qu'on suicide le moins, les réseaux sociaux, dont on dit beaucoup de mal et dont on reparlera peut-être tout à l'heure, qui assure beaucoup de liens sociaux, etc., et ouvre des horizons personnalisés à chacun, et par là, elle contribue à faire baisser le suicide. Et donc, c'est pour ça que, je veux dire, le suicide est plus fréquent aujourd'hui dans les pays riches, mais que ce sont les pauvres qui s'y suicident. Alors, d'une part, ce que je vous avais dit tout à l'heure, enfin, il ne faut absolument pas l'oublier, c'est-à-dire que, si vous voulez, le suicide éclaire, explique la société et que, je veux dire, n'explique pas véritablement, la sociologie n'explique pas vraiment le suicide. Mais il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas du tout oublier, c'est que dans toutes les sociétés, pour les deux sexes, dans tous les milieux et à tous les âges, le suicide reste un phénomène d'exception. Bon. Donc, l'immense majorité, ça il faut vraiment le savoir, de ceux qui cumulent les facteurs sociaux de risque, bon, en France par exemple c'est les Bretons, puisque c'est la Bretagne a, je veux dire, le ruban bleu, je veux dire, du suicide, donc les Bretons veufs, célibataires, âgés de plus de 60 ans et vivant dans une commune rurale du Morbihan, bon, ben, l'immense majorité ne se pend pas. Quant aux populations qui cumulent tous les facteurs de protection des suicides s'y produisent aussi. Et vous l'avez vu la fois dernière, c'est que Lise de Lamare, qui a servi de modèle à Flaubert pour Madame Bovary, était une femme, donc protégée, mariée, surprotégée, catholique, surprotégée, mère de 2 enfants, et elle vivait dans une petite ville de province. Donc elle avait toutes les raisons sociologiques pour ne pas se suicider. Et pourtant, elle s'est suicidée. Et surtout, il ne faut pas oublier de prendre en compte les probabilités de ne pas se suicider. Soit pour un homme âgé de plus de 70 ans, c'est 998 chances,5 de ne pas se suicider. Et pour une femme âgée de plus de 70 ans aussi, 999,9 pour une jeune fille de 20 ans. Donc, le suicide demeure une exception et c'est extrêmement important à savoir. Et donc, au fond, si vous voulez, la sociologie du suicide nous invite à un peu réfléchir sur les raisons de vivre, les raisons d'espérer de nos concitoyens, et la mise en évidence de facteurs sociaux tend à diminuer ou à aggraver le taux de suicide. Et donc, je veux dire, c'est des choses importantes et je veux dire, il faut le savoir. Et évidemment, le sociologue, je veux dire aussi, ne fait pas de jugement de valeur, mais si le phénomène est exceptionnel, il est aussi convaincu qu'un suicide de plus est toujours un suicide de trop. Alors, avant de passer à la deuxième partie de mon exposé, je voudrais revenir sur un phénomène que j'ai indiqué tout à l'heure, qui est la baisse du suicide. Et qu'on observe, donc, si vous voulez, depuis 85-87, une baisse spectaculaire du taux de suicide en France, mais dans l'immense majorité des pays développés, enfin développés, oui, développés. Bon, alors là, on peut voir, si vous voulez, un certain nombre de croquis, si vous voulez. Là, j'ai pris les pays qui sont les plus proches de chez nous, c'est-à-dire Belgique, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne. Vous voyez qu'il y a un pic, je veux dire, du côté de 85-87. Ils sont tous à la baisse. Alors, le suicide anglais est très particulier. On s'y suicide assez peu. Et on pense, enfin, je veux dire que, il y a une sous-estimation statistique dans la mesure où, pendant très longtemps, je veux dire, le suicide était interdit en Angleterre,
Et je veux dire, donc, je voulais, il y avait tout un ensemble de raisons qui empêchaient de ne pas le déclarer, etc. Bon. Alors, donc là, on peut aussi regarder que les pays qui ont le ruban bleu, je veux dire, du suicide, c'est-à-dire les pays de l'Est, la Russie, la Lituanie, la Lettonie, la Hongrie, la Slovénie, la Finlande, qui ont des taux extrêmement élevés. Vous voyez que leur tendance aussi, elle baisse, et je veux dire à peu près au même endroit, un peu plus tard, enfin un peu plus tard, vers les années 90. Bon. Alors ça, je veux dire, c'est un phénomène extrêmement important qui est très peu souligné. Je veux dire, les gens n'en parlent pas du tout. Et quand on dit que le suicide baisse, etc., on a l'impression de dire quelque chose qui ne satisfait pas les gens. Mais c'est quand même une tendance extrêmement importante. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi, comment, quelles sont les raisons de cette baisse. Alors, on peut faire un certain nombre d'hypothèses. Alors, l'hypothèse la plus forte, si vous voulez, et celle qui est certainement, je veux dire, la plus juste, et aujourd'hui, il y a une sorte d'accord là-dessus, aussi bien du monde des psys, enfin, je veux dire, des psychiatres, de tous les professionnels de santé, etc., c'est l'arrivée de nouvelles molécules d'antidépresseurs de type Prozac. Bon. Et là, je veux dire, il y a, je veux dire, il y a, voilà, il y a, si vous voulez, pour, en ce qui concerne en France, depuis le taux de suicide depuis 1960, bon, vous voyez que 85, 86, 87, etc., c'est le moment où les médecins généralistes ont été autorisés à prescrire du Prozac, et enfin, où ces antidépresseurs là, et vous voyez que, je veux dire, ça y va. Bon. Donc, on peut dire c'est le Prozac ou c'est, je veux dire, les antidépresseurs. Mais le sociologue, si vous voulez, il ne se satisfait pas d'une explication aussi technique et médicale. Alors, c'est évident, hein, je veux dire, c'est absolument évident. Mais qu'il y a aussi, parallèlement ou en même temps que la découverte des antidépresseurs et de leur prescription, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a d'abord un changement de regard sur la maladie mentale et sur le suicide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez le moral en baisse, etc., ben, vous dites, je veux dire, vous allez consulter un psy, et ça ne vous gêne pas de dire, ben oui, moi j'étais déprimé, etc., j'avais une déprime, j'étais voir un psy. Bon. Et personne ne vous estime qu'en allant voir un psy, vous dévoyez, enfin, je veux dire, vous révélez que vous êtes atteint de maladie mentale. Enfin, non. Bon, donc, si vous voulez, il y a un changement de regard sur la maladie mentale et sur le suicide. Bon. Alors, il y a d'autre part certainement une bien meilleure prise en charge des souffrances psychiques par l'organisation actuelle de la psychiatrie, par, je veux dire, l'organisation, je veux dire, géographique, par le fait qu'il y a des centres un peu, je veux dire, bien disposés, que la psychiatrie a fait énormément de progrès aussi, et en particulier, je veux dire, l'utilisation justement par le suivi des patients ayant fait une tentative de suicide ou étant soignés en hôpital. Je veux dire, par exemple, il y a un programme qui s'appelle le programme Vigilance, qui a été conçu à Lille par des psychiatres très efficaces, et qui consiste à dire, bon, ben, vous sortez, mais tous les jeudis, vous m'envoyez un SMS me disant que vous allez bien, etc. Et si vous ne m'envoyez pas un SMS un jeudi, moi, à ce moment-là, je déclenche, je veux dire, j'essaye de savoir ce que vous êtes devenu, etc. Bon. Il y a tout un ensemble de trucs comme ça, de communication. Bon. Alors, d'autre part, il y a aussi un fait, c'est que avec le changement de regard sur la maladie mentale et le suicide, c'est que le suicide est devenu, dans pratiquement tous les pays, un problème de santé publique. Hein. C'est-à-dire que c'est plus un crime, c'est plus, je veux dire, comme c'était en Angleterre, et il y a un effort, je veux dire, d'État, un effort général pour tenter de le diminuer, etc.
Il y a d'autre part quelque chose de très, très efficace, c'est les associations de prévention, les téléphones, je veux dire, la possibilité d'être écouté. Je veux dire, il y a énormément, alors il y en a beaucoup, et elles n'arrivent souvent pas, je veux dire, à pouvoir assurer une veille téléphonique 24 heures sur 24 parce que ça repose sur des bénévoles et qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, etc. Mais il est certain que ça, je veux dire, en rendant la chose à la fois publique et en assurant, je veux dire, un service d'écoute, ça y contribue. Et puis, il y a quelque chose de très discuté toujours, mais qui est quand même très, très important, c'est les réseaux sociaux. Et le téléphone, en particulier, la pratique du téléphone portable. Et là aussi, à partir du moment où on estime, et je pense qu'on a raison, que le lien social et la rupture du lien social est un facteur extrêmement efficace enfin, je veux dire de suicide, enfin, un facteur, en tous les cas, de risque extrêmement fort, les réseaux sociaux permettent, je veux dire, d'établir des contacts, d'appeler, d'être appelé et maintiennent justement le lien social. Alors, c'est extrêmement difficile actuellement, si vous voulez, de faire la part, je veux dire, de l'efficacité de chacun de ces facteurs. Mais ce dont on peut être absolument certain, c'est que tous y concourent à la baisse du taux de suicide. Et ce n'est pas quelque chose qui est propre à la France. Hein. C'est-à-dire que les associations de prévention, il y en a dans tous les pays, les réseaux sociaux, il y en a dans tous les pays, les antidépresseurs, il y en a dans tous les pays, et le changement de regard sur la maladie, sur mentale et sur le suicide, ben, il y en a dans tous les pays aussi. Et donc, alors, on ne peut pas dans l'immédiat, si vous voulez, faire la part en disant, je veux dire, les antidépresseurs expliquent 80% ou 60% ou 20%, etc. Mais je veux dire, il est certain que les antidépresseurs, s'ils sont extrêmement efficaces, ils s'inscrivent eux aussi, si vous voulez, dans tout un ensemble de mesures et de changements forts. Bon, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important. Alors, j'en ai fini avec ma première partie et je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'on peut aller plus loin que le strict chemin défini par Durkheim. Alors, en gros, si vous voulez, il y a deux ensembles de disciplines qui traitent aujourd'hui du suicide. Il y a en gros psychiatrie, psychologie, psychanalyse, etc. Et de l'autre, sociologie, démographie, statistique, donc sciences sociales au sens très très large. Alors, les premières sont centrées sur le soin et ont affaire à des individus. Et les secondes, si vous voulez, ignorant les individus, raisonnent sur les variations d'une grandeur statistique, le taux de suicide. Alors, leur objectif n'est pas le même, soigner pour les uns et analyser et comprendre une réalité sociale pour les autres. Et donc, en même temps, si vous voulez, entre les statistiques de sociologues et les observations du psychiatre, il y a aussi une forte variation d'échelle. C'est-à-dire que les sociologues bénéficient, si vous voulez, d'un nombre considérable de cas, puisqu'ils ont tous les suicides intervenus une année, ou quand ils font des comparaisons internationales, ils peuvent additionner les traits, etc. Mais ils ont des variables extrêmement pauvres, c'est-à-dire ils connaissent en gros le sexe, l'âge, le jour, l'année, le moyen, l'heure, le statut matrimonial, quelquefois la profession, alors que les psychiatres, eux, connaissent énormément de choses sur leurs patients, leur histoire, leur famille, sur un ensemble de formes d'entretien, ce qui leur est arrivé, etc. Mais ils ont un très petit nombre de cas. Donc, les uns, disons, travaillent au microscope et les autres au télescope. Et très souvent, si vous voulez, le microscope et le télescope ne se rencontrent pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en écoutant les uns et les autres, qu'ils ne communiquent pas véritablement. Et de souvent l'impression qu'il ne s'agit pas, ici et là, pour les psychiatres et pour les sociologues, du même phénomène. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on peut aujourd'hui faire mieux. Et on fait mieux parce que, si vous voulez, tout le monde a compris, tout le monde est d'accord, que le suicide est un phénomène beaucoup trop complexe pour pouvoir s'expliquer
par un lien de causalité unique et linéaire. Et là, sociologues, statisticiens, psychiatres, psy de toutes les régions convergent sur ce point. Et donc, la causalité d'un suicide est toujours multifactorielle. Et s'y enchevêtrent à la fois des composantes organiques, des composantes psychiques, des composantes sociales. Et effectivement, comment expliquer sinon que l'immense majorité des personnes soumises aux mêmes conditions de vie ou de travail ne passent pas à l'acte. Et donc, l'approche pluridisciplinaire est ici absolument décisive. Et c'est seulement en mobilisant plusieurs disciplines qu'on peut analyser la complexité des relations entre les facteurs psy, les facteurs sociaux, à la fois dans le travail, dans la famille et dans les autres sphères de la vie. Alors, cette pluridisciplinarité, si vous voulez, a été longtemps impossible, car la tradition durkheimienne s'y opposait. Et si vous voulez, Durkheim a des qualités énormes, et je veux dire, mais pour construire sa sociologie, si vous voulez, vous avez compris que pour dire que ce qu'il voulait dire, lui, c'est la sociologie existe, on peut en faire une science. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il prend comme exemple? Il prend comme exemple le cas le plus improbable, c'est-à-dire quelque chose d'individuel, de totalement personnel. Et donc, à partir du moment où il voit des régularités sociales à l'œuvre là, il a gagné, la sociologie est possible, elle est nécessaire, etc. Bon. Mais il s'est beaucoup trop méfié, voulant construire sa science, si vous voulez, de tout ce qui est les dimensions psychologiques, dont il ne voulait absolument pas en entendre parler. Et elle est aujourd'hui possible, parce que l'interdisciplinarité, si vous voulez, est forte, et il y a, je veux dire, cette pluridisciplinarité, elle est aujourd'hui grandement favorisée par l'existence d'une institution tout à fait nouvelle, enfin, qui date, qui a à peine 10 ans ou 15 ans, qui est l'Observatoire national du suicide, qui réunit alors des acteurs, énormément d'acteurs concernés à des niveaux très différents par le suicide, alors professionnels de santé, psy, chercheurs en sciences sociales, associations d'écoute et de prévention, direction ministérielle, caisse de sécurité sociale, etc. Tout ça se réunit, je veux dire, et sont réunis dans l'Observatoire national du suicide, et tous ces professionnels se parlent, se côtoient, s'écoutent, se respectent les uns les autres, et on peut dire que ici, si vous voulez, l'Observatoire national du suicide rend la pluridisciplinarité humaine, c'est-à-dire que ça a des dimensions humaines, on connaît tel et tel psy, tel et tel sociologue, etc. Et avec à la fois des objectifs communs qui sont de mieux connaître le suicide pour mieux le prévenir. Et alors, il y a quelque chose qui est très intéressant, qui facilite cette pluridisciplinarité qui est vraiment fondamentale, c'est que, si vous voulez, on n'est plus aujourd'hui, je vais vous citer 3 cas, je veux dire, d'avoir, si vous voulez, une opposition toujours aussi dure entre le microscope et le télescope. C'est-à-dire que entre le macro des sociologues et le niveau micro des psys. Et entre ces deux niveaux, macro-micro, il existe un niveau intermédiaire, ce qu'on pourrait appeler le méso, qui s'est avéré particulièrement fructueux parce qu'on peut y collecter beaucoup de données, à la fois sur les contextes historiques, familiales, professionnels, psychologiques, au sein desquels vit la personne avant le passage à l'acte. Et à ce moment-là, la pluridisciplinarité devient alors possible. Alors, je vais vous citer trois cas, enfin, trois domaines, si vous voulez, où on a vraiment là fait des progrès énormes et où il y a une pluridisciplinarité possible, c'est-à-dire qu'on n'est plus à faire, je veux dire, micro-macro. Alors, il y a la sociologie d'une profession, si vous voulez, qui suicide le plus en France, ce sont les agriculteurs. Et Nicolas Desfontaines, un sociologue, a consacré sa thèse de doctorat à une analyse extrêmement intéressante sur
sur, si vous voulez, le suicide des agriculteurs. Et donc, si vous voulez, c'est du méso parce que c'est une profession. C'est-à-dire que ce n'est pas la totalité des populations, etc., mais il a pris le suicide d'un certain nombre d'agriculteurs. Et il a analysé la façon et les raisons pour lesquelles les agriculteurs se suicidaient en liaison avec la MSA, c'est-à-dire la mutuelle sociale des agriculteurs, qui est la sécurité sociale des agriculteurs, qui, elle, possède énormément de données sur la taille des entreprises, si c'est de l'élevage, de la culture, etc., enfin, sur la caractéristique de l'entreprise, etc. Bon. Et donc, il s'est efforcé, et d'autre part, il a à ce moment-là fait une enquête aussi très qualitative en interrogeant des proches des personnes et des agriculteurs qui, à un moment ou à un autre, ont mis fin eux-mêmes à leur jour. Et il a montré à ce moment-là, d'une manière extrêmement convaincante, que le suicide d'agriculteurs n'était pas dû aux mêmes causes. C'est-à-dire qu'il y a énormément de raisons, mais qui sont diverses et des types différents. Et que dans tous les cas, si vous voulez, c'est la difficulté de l'imbrication entre la sphère domestique et professionnelle qui forme une configuration suicidogène et frappe beaucoup les jeunes exploitants. Alors, par exemple, l'injonction à l'autonomie, mais en même temps la régulation familiale. Les petits exploitants qui approchent de l'âge de la retraite sont confrontés à l'enjeu, enfin, à la fois symbolique et financier, de la transmission de leur exploitation. Et ça pose aussi des problèmes. Et donc, il y a aussi des tensions entre un idéal d'indépendance et les contraintes de la dépendance économique. Et à chaque fois, c'est des types de suicides différents qui l'analysent et qui sont tout à fait, je veux dire, caractéristiques. Bon. Alors, ça, c'est le premier fait. Il y a un deuxième fait qui a été, enfin, vous avez certainement entendu parler, c'est la vague de suicides qui est intervenue à France Télécom avec le procès. Et en ce qui me concerne, avec mon collègue Golac, on a été sollicité, enfin, je veux dire, par les familles, enfin, je veux dire, par les avocats des familles d'un certain nombre de suicidés, d'aller témoigner devant le tribunal. Donc, on a eu, nous aussi, accès directement à ce procès. Et donc, c'était le procès de la direction de la France Télécom. Et je veux dire, il y a eu, bon, le nombre exact de suicides, il varie, c'est-à-dire que pour dans le procès, il y a eu 39 salariés qui ont déposé plainte, enfin, familles de salariés qui ont déposé plainte, 19 s'étaient donné la mort, 12 avaient tenté de se suicider et 8 ont souffert de dépression. Mais en fait, il y en a eu beaucoup plus. Et en gros, le nombre de suicides recensés en 2008 et 2009 à France Télécom s'élève à 35 et à 12 depuis janvier 2010. Donc, si vous voulez, on est autour de 40-50 suicides, donc c'est extrêmement fort. Et donc là, on a pu comprendre, là aussi, si vous voulez, c'est du domaine méso, parce que c'est une entreprise. C'est une entreprise qui avait 110 000 salariés, et il y a eu, avec tous les problèmes de transformation de la téléphonie, etc., une réforme qui a été nécessaire, et donc qui a été prise tambour battant par la direction de l'époque, et l'objectif était clair, il fallait provoquer le départ de 22 000 salariés dans un délai extrêmement court. Alors, donc, si vous voulez, il y a eu un plan, je veux dire, qui s'appelait le plan NEXT, c'est-à-dire Nouvelle expérience des télécommunications, qui consistait à écœurer à tout prix, si vous voulez, le maximum de salariés pour arriver à ce qu'il y en ait 22 000 qui s'en aillent. Et à ce moment-là, c'était, je veux dire, extrêmement violent. Du jour au lendemain, on mutait quelqu'un qui était père de famille, enfin, je veux dire, etc., à 600 km de l'endroit où il habitait, etc., avec ses enfants. On écœurait les gens. Il y avait des moments où, je veux dire, ils enlevaient, je veux dire,
ils partaient le vendredi et quand ils rentraient le lundi, leur bureau n'existait plus, ils n'avaient plus de place, etc. Enfin, c'était extrêmement violent. Et donc là, on a vu aussi que, si vous voulez, Durkheim avait raison, c'est-à-dire que le plan Next a miné à la base tous les principes, tous les processus d'intégration de l'individu au groupe et du groupe lui-même. Alors, solitude, isolement, individualisation des tâches et des évaluations. On demandait à des salariés, si vous voulez, d'exécuter des tâches qu'il était absolument impossible qu'ils puissent faire par le nombre, etc. Bon, et aussi manque total de solidarité entre les personnes. Et donc, ces nouvelles formes de management ont exacerbé en quelque sorte ce qu'on appelle aujourd'hui les risques psychosociaux au travail. Et là, ils étaient extrêmement nombreux, je veux dire, dans cette truc. Les conflits de valeurs, les valeurs morales, les valeurs professionnelles, l'insécurité des situations de travail, la mauvaise qualité des rapports sociaux, le manque d'autonomie, etc. Bon. Et donc, il y a eu une enquête qui a été réalisée par une boîte d'études qui s'appelait Technologia, qui a fait une enquête absolument remarquable auprès de l'ensemble du personnel de télécom au second semestre de 2009 et qui a permis de dresser, si vous voulez, un état assez complet de l'état des niveaux des risques et des facteurs psychosociaux de risque à France Télécom. Et ils étaient tous les 6 extrêmement élevés. Et donc, les analyses, si vous voulez, approfondies de cas de suicide qui sont intervenus dans d'autres entreprises aussi, ont été menées justement par des psychiatres. Et je veux dire, ils ont montré que, au fond, je veux dire, ceux qui se suicidaient étaient souvent bon, il n'y avait pas je veux dire, de maladies mentales particulières ou de fragilité psychologique particulière, etc. Enfin, ils n'avaient pas d'antécédents psy, mais par contre, c'était très souvent des personnes extraordinairement investies, je veux dire, dans leur profession. Et que un psychologue a eu cette très très bonne formule. Il disait que c'était souvent un drame de la conscience professionnelle, c'est-à-dire que les conditions pour exercer leur travail, pour s'investir dans le truc, n'étaient plus réunies. Et donc, c'était cette difficulté de ne pas pouvoir s'investir autant qu'il aurait voulu, qui leur était interdit. Bon, voilà. Et donc, je veux dire, et donc là, on a fait un énorme progrès, si vous voulez, dans la connaissance réelle, si vous voulez, de toutes les fragilités, la façon, si vous voulez, de déstabiliser un salarié, je veux dire, au travail, au point que un certain nombre ont réussi, enfin, je veux dire, n'ont trouvé de solution que par je veux dire, le suicide. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on dispose de tout un ensemble de témoignages, alors des proches des personnes suicidées, mais beaucoup ont écrit des lettres, ont envoyé des messages, ont expliqué et ont laissé entendre à leurs proches que, je veux dire, ils ne mettraient pas à leur jour parce que leur vie était devenue insupportable, etc. Bon. Alors là, je veux dire, c'est des choses importantes et c'est un type de suicide assez nouveau qui n'a jamais été, enfin que Durkheim ignorait totalement et qui rappelle un type de suicide qui a été découvert par un ethnologue britannique qui s'appelait Bronislaw Malinowski, qui en a offert la première description aux îles Trobriand en 1926 et à qui il a donné son nom, c'est le suicide vindicatif, c'est-à-dire une sorte de suicide de vengeance. Alors, une personne montait tout en haut du palmier qui était sur la place publique et avant de se lancer dans le vide et de mourir enfin, par la chute, lançait, je veux dire, désignait
une personne qui s'était rassemblée en le voyant monter tout en haut, etc., et tout le village était là, je veux dire, il désignait, je veux dire, ce qu'il estimait le ou la responsable de son acte parmi les villageois attroupés. Et elle se vengeait en quelque sorte en façon d'un ou plusieurs personnes du village, les responsables directs de sa mort. Et elle annonçait également que son fantôme hanterait toutes les nuits la conscience de cette personne et de ses complices. Alors, on retrouve aujourd'hui une forme assez proche de suicide en Chine aujourd'hui, où les femmes se suicident de plus que les hommes, et surtout à la campagne, et où les jeunes femmes mariées à la campagne, qui sont contraintes de vivre au domicile de la famille du mari, donc de leur belle famille, se vengent ainsi en avalant du désherbant des misères que leur inflige leur belle-mère, qui les traite souvent comme des véritables esclaves. Et en avalant le désherbant, si vous voulez, elles maudissent la belle-mère, se vengent d'elle, en faisant des membres de la belle famille des assassins indirects. Bon. Et cette forme existe aussi en Inde. Bon, et troisième et dernier cas aussi, si vous voulez, d'un autre type d'enquête qui est extrêmement intéressante parce que, je veux dire, on sort de l'opposition macro, micro, télescope, microscope, etc. C'est une enquête sur le suicide ou les tentatives de suicide des jeunes qui a été financée par l'Observatoire national du suicide après un appel d'offres et qui a été réalisé par une équipe de sociologues de la Fédération nationale des observatoires régionaux de Bourgogne-Franche-Comté, qui a fait une enquête absolument remarquable. C'est-à-dire que ces jeunes, donc qui étaient en grande difficulté puisqu'ils ont commis un certain nombre, ils avaient des idées suicidaires, ils ont fait des tentatives de suicide. Et donc, ces sociologues les ont écoutés. Et ils ont réussi à établir, non sans difficulté, parce qu'ils ont rencontré tout un ensemble d'obstacles. Les soignants ne voulaient pas, je veux dire, les parents ne voulaient pas que leurs enfants ou leurs patients soient interrogés sur quelque chose qui risquait, je veux dire, d'aggraver leur cas, etc. Et donc, ils ont réussi quand même à avoir une trentaine d'entretiens qualitatifs avec des garçons et des filles, et surtout des filles qui parlaient plus que les garçons, qui avaient traversé des épreuves psychiques très lourdes, et ils ont établi une relation de confiance et assez forte pour reconstituer leur parcours, identifier les causes probables de leur mal-être, recenser l'ensemble des personnes ressources qui ont pu ou qui n'ont pas pu les aider, et ils sont arrivés à faire un tableau extraordinairement intéressant et à dégager en gros, si vous voulez, les tendances les plus, je veux dire, les facteurs de protection maximum, c'est-à-dire que là aussi c'est très orienté sur la prévention, montrant que, je veux dire, chacun a un rôle à jouer et que, je veux dire, et que la plupart du temps, il ne le joue pas. C'est-à-dire que soit il y a eu déni, soit, enfin, il montre très, très bien ça. Et que c'est dans une articulation cohérente des différentes interventions de soutien et de traitement que les différentes actions doivent être pensées. Et donc, si vous voulez, très nombreuses, en fait, sont les personnes auxquelles peuvent avoir affaire un jeune en difficulté au cours de son parcours. Bon, il y a les parents, évidemment, les amis, les camarades, les enseignants, l'infirmière d'établissement scolaire, les conseillers d'éducation, le médecin généraliste, le psychologue, l'éducateur, le psychiatre, sans compter tout un ensemble d'autres rencontres sur Internet et sur les réseaux sociaux qui jouent souvent, là aussi, un rôle très, très positif. Et chacun de ces contacts peut exercer une action bénéfique et des liens faits peuvent devenir à ce moment-là des apports ou négatives
selon la façon dont il réagit aux difficultés que rencontre le jeune. Et donc, il réutilise, si vous voulez, la métaphore du filet qui est développée par Norbert Elias, qui est extrêmement éclairante, c'est-à-dire que chaque intervenant, en fait, est un fil dont l'efficacité sera d'autant plus forte qui sera l'élément d'un maillage collectif et cohérent, d'un véritable fil. Et donc, la solution est là. Et évidemment, il suffisait d'y penser, mais je veux dire, il est très, très difficile de faire ça. Mais ça, si vous voulez, ce qui est intéressant dans ce genre d'études, c'est que ça permet de recenser toutes les par une analyse, non pas de facteurs de risque, mais une analyse historique un peu de tout le parcours, de reconstitution du parcours, je veux dire, de tout ce qui aurait pu être fait, n'a pas été fait, etc. Bon, donc, alors, ces trois éléments, je vais m'arrêter, puisque j'en suis à 2 minutes, 1h10 qu'on m'avait donné comme limite. Je vais m'arrêter, mais je veux dire que ces trois, si vous voulez, cas qui renouvellent sur la base d'enquêtes la question de la sociologie du suicide, en gros, elles ne remettent pas en question, je veux dire, l'analyse de Durkheim. Bon, elles remettent en question parce que, je veux dire, on ne va pas penser, enfin, comme lui, que si les femmes se suicident, c'est parce que mentalement, elles sont en retard, enfin, etc. C'est pas ça. Mais je veux dire, en même temps, dans ces trois cas-là, si vous voulez, l'intuition de Durkheim reste absolument juste. C'est-à-dire que c'est bien la rupture du lien social qui est en cause, aussi bien à France Télécom que chez les agriculteurs ou que chez les jeunes qui sont interrogés par les sociologues de Franche-Comté et de Bourgogne. Mais les dimensions psychologiques, les difficultés concrètes qui sont rencontrées et l'histoire, tout l'historique de la personne doivent et peuvent être maintenant prises en compte. Et leur prise en compte éclaire beaucoup l'acte en lui restituant en quelque sorte un sens. Et ces enquêtes permettent, MESO, donc, permettent d'explorer les dimensions concrètes et variées du lien social et de l'intégration qui fonctionne chez Durkheim comme un concept abstrait. Et en même temps, si vous voulez, elles favorisent et elles rendent possible une coopération pluridisciplinaire entre différentes approches, en gros, psy et sociales. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement précieux. Et c'est, je crois, un pas nouveau qui a été fait dans la connaissance du suicide. Et cette connaissance du suicide étant un outil extraordinaire pour sa prévention. Voilà. Donc, je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation, Christian Baudelot. Je ne sais pas, Astrid, est-ce que tu veux reprendre ou est-ce que... Vas-y, commence à... Attends. Oui, c'est bon. Tu peux commencer, Elsa, et puis après, je poserai des questions. Et puis surtout, comme on est nombreux ce soir, on laissera aussi peut-être la parole. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Alors, moi, assez rapidement, en fait, j'avais une question. Si on a un petit peu de temps, j'aurais aimé avoir quelques informations parce que j'ai trouvé ce chapitre en particulier assez intéressant sur l'exception notamment slave et en fait, la répartition des taux de suicide dans le monde. Et c'est vrai que moi, je me questionne assez sur est-ce qu'on arrive à déterminer des variables, en tout cas des hypothèses plausibles sur la raison pour laquelle on se suicide moins dans les pays du Sud et beaucoup plus dans les pays du Nord. Alors, à un moment donné, je me demandais, est-ce que finalement, est-ce qu'il y a une corrélation entre la violence, la façon dont elle circule dans la société et dont le taux de suicide existe en parallèle? Par exemple, dans les pays du Nord, on sait que la violence conjugale est très forte en Finlande, notamment, en Suède également, alors que c'est des sociétés qui n'ont pas forcément de crise économique, qui sont des pays développés comme avec tous les critères qu'on a pu évoquer plus tôt. Et pourtant, il y a voilà, une violence conjugale très importante. Et je me demandais si il pouvait y avoir une corrélation en fait dans la façon dont la violence circule dans la société. Et donc, moi, je me demandais si vous pouviez nous rappeler un petit peu comment ça se fait que dans les pays slaves, par exemple, il y a plus de suicides. Alors, comment s'organisent les chiffres, comment ils évoluent par rapport aux autres pays? Et est-ce qu'on a d'autres explications sans tomber dans un culturalisme qui serait presque météorologique, à savoir
que dans les pays chauds, les gens sont plus liés? Est-ce que c'est des formes de sociabilité spécifiques qui ont trait au climat? Est-ce que c'est des sociétés qui sont construites sur la famille? Et donc, c'est l'externalité positive de la contrainte sociale de la famille, c'est qu'on se suicide moins. En même temps, j'ai un peu des doutes là-dessus parce qu'on sait que le suicide adolescent, il peut être aussi très lié au rejet et à la contrainte sociale de la famille, notamment dans le cas de l'homosexualité. Donc voilà, je me demandais si on pouvait un petit peu avoir un état des lieux des taux de suicide dans ces pays du Nord et dans les pays slaves. Ça, c'était ma première question. Et je relisais aussi, je me demandais s'il y avait, parce qu'on parle souvent, Dostoïevski évoquait l'âme russe ou le fait que c'était peut-être la religion orthodoxe aussi qui pouvait expliquer le taux de suicide dans les pays de l'Est. Mais tous les pays de l'Est ne sont pas orthodoxes. Alors, on sait que les pays orthodoxes sont largement devant, je crois, en termes de suicide. Mais voilà, je me demandais quelle pouvait être une explication tangible, sociologique, qui ne soit pas celle du climat, si tant est qu'on puisse en trouver. Et ensuite, ma deuxième question portait peut-être sur... on a évoqué cette question, c'est le suicide pendant le confinement. Alors, je crois que ce qui est assez paradoxal, c'est que en France, en tout cas, il y a eu une baisse du taux de suicide pendant les confinements et comme souvent dans ces moments d'effervescence ou ces commotions sociales, comme l'appelle Durkheim, il y a une baisse pendant la crise et ensuite il y a une augmentation quand la vie retourne à la normale. Mais assez paradoxalement, on dirait que les gens ont vécu quand même un moment très collectif alors même qu'ils étaient isolés. Et je crois que notamment, sûrement que les réseaux sociaux ont permis aussi de garder un lien, etc. Mais donc voilà, je me demandais si vous pouviez nous donner quelques éléments sur l'analyse du taux de suicide pendant le confinement. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de monde pour mes deux questions. D'accord. Alors, sur la question du confinement, si vous voulez, on ne sait pas tout. Alors, on sait ce qui est absolument certain parce que ça a été mesuré et j'avais une diapositive là-dessus. Mais bon, alors, voilà. En ce qui concerne le confinement, si vous voulez, on a ce tableau-là, c'est-à-dire que vous voyez 2019, bon, je veux dire la courbe alors c'est pas le suicide, hein, c'est geste auto-infligé, parce que encore une fois, les statistiques de suicide accomplis sont extrêmement en retard. Hein, je veux dire, et c'est une véritable catastrophe. Enfin, il faut vraiment lutter, enfin, essayer d'obtenir que enfin, je veux dire, que ce soit beaucoup plus rapide. Bon. Donc, on n'a que les tentatives, c'est-à-dire ce qu'on appelle les gestes auto-infligés, je veux dire, par semaine, enregistrés par les hôpitaux. Alors, vous voyez que la ligne verte, c'est 2019, c'est donc avant le confinement, et après, on a 2020. Bon. Et on a 2020, c'est-à-dire que ça a baissé, quoi. C'est-à-dire que les tentatives de suicide, comme les suicides, enfin, on pense, hein, mais on a des indices pour penser qu'il a diminué. Mais que, je veux dire, en tous les cas, les tentatives ont diminué de manière très, très claire et très nette, pour revenir à peu près, mais moins qu'avant aussi. Hein, je veux dire, c'est-à-dire que là aussi, ça a baissé. Alors là, il y a des explications, si vous voulez, qui sont communes à ce que Durkheim appelait les grandes commotions sociales. Hein, c'est-à-dire que les guerres, par exemple, les élections aussi, sont, si vous voulez, les élections présidentielles. Enfin, je serais étonné que les élections présidentielles du mois prochain fassent vraiment beaucoup baisser le suicide, mais ça a été le cas quand il y avait, je veux dire, une compétition beaucoup plus forte, si vous voulez, entre la gauche et la droite, etc. Bon, et on voit que le taux de suicide est très sensible à ça. Ça s'appelle, c'est des commotions, enfin, Durkheim a appelé ça des commotions sociales, c'est-à-dire où là, si vous voulez, l'intérêt collectif, enfin, je veux dire, toute la société est mobilisée. Bon, ben là, pour le Covid, c'était vraiment, je veux dire, il y avait des monde aux fenêtres pour applaudir les soignants, les infirmières, etc., la première ligne. Je veux dire, c'était quelque chose de complètement nouveau, où les gens étaient complètement étonnés. Et ça, c'est absolument clair. Bon. Alors, après, ça revient. Bon. Alors, on ne sait pas encore, si vous voulez, et ça va mettre du temps pour le savoir, quel a été réellement l'effet du confinement sur les suicides accomplis. Donc, voilà, enfin, ça, je peux répondre avec clarté
sur, si vous voulez, la baisse probable du suicide, mais en tous les cas constatée des tentatives au moment du premier confinement. Bon. Et les raisons, c'est justement, il y a, si vous voulez, les gens serrent les coudes, quoi, c'est-à-dire, et puis ils sont intéressés, enfin, je veux dire, il y a une intégration sociale qui se fait, il y a un ennemi commun, je veux dire, il y a un ennemi commun avec lequel il faut faire. Alors, la première question que vous me posez, c'est pour ça que je la réponds en deuxième, elle est beaucoup plus compliquée. Et moi, je n'ai jusqu'à présent jamais lu ni vu, enfin, je veux dire, d'analyse convaincante expliquant pourquoi c'est dans le côté Lituanie, Europe de l'Est, Nord-Est, que le suicide est le plus fort. Bon, alors, on peut dire il y a une explication par le climat, enfin, en tous les cas, c'est-à-dire que plus vous allez vers les pays chauds, moins il y a de suicides. Bon, ça, c'est absolument clair et net. Et on se suicide moins, je veux dire, en France même, hein, je veux dire, le taux de suicide, il est le plus fort dans le nord, c'est-à-dire Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, etc., et le plus faible, je veux dire, dans les pays aux abords de la Méditerranée. Donc, il est certain qu'il y a un effet de climat. Alors, comment est-ce que le climat joue? C'est parce qu'il affecte la sociabilité. C'est-à-dire que, je veux dire, la sociabilité, je veux dire, dans un pays chaud, disons, est différente, elle est beaucoup plus publique. Hein, je veux dire, on sort, on rencontre d'autres gens, etc. Il y a une convivialité beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, etc., que dans les pays froids où, je veux dire, on est aussi assez confiné. Bon, alors ensuite, il y a certainement des traditions, si vous voulez, culturelles. Hein, je veux dire, bon, vous parliez de Dostoïevski, enfin, je veux dire, de tous ces, je veux dire, le suicide est fort, etc. Mais je veux dire, je n'ai pas de réponse vraiment convaincante à cette question, et je pense qu'il faudrait l'étudier. Et parce que, je veux dire, je veux dire, là, enfin, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éclairer. Mais je pense que, si vous voulez, le facteur climatique dans les effets du climat sur la sociabilité, sur les sociabilités différentes, c'est de ce côté-là qu'il faut le chercher. Alors, est-ce qu'il faut le chercher dans d'autres, si vous voulez, est-ce que parce que le taux de suicide est aussi le plus élevé en Europe du Nord, hein, je veux dire dans les pays Danemark, Norvège, Suède, hein, je veux dire il est beaucoup plus élevé. Hein. Bon, donc, si vous voulez, il y a un peu un gradient climatique, mais c'est comment le climat affecte. Et je pense qu'il faut aussi essayer de trouver des raisons culturelles. Alors, la religion orthodoxe, ça m'étonnerait quand même, sinon, je ne vois pas, elle est au contraire assez intégrative. Enfin, mais bon, enfin, c'est une question. Enfin, je veux dire, là, je n'ai pas une réponse évidente. Astrid, peut-être tu veux reprendre quelques questions avant qu'on donne la parole. Il y a déjà une question, il y a déjà une demande de Marie-Jo. Déjà, moi, je les remercie pour l'intervention qui est extrêmement importante et qui, je trouve, propose cette analyse intermédiaire, donc méso, pour reprendre la métaphore, entre le télescope du sociologue et le microscope du psy. Donc, merci encore une fois de proposer ces différents niveaux et de ne pas les opposer et de prôner la pluridisciplinarité. C'est ce qu'on essaie de faire dans ce séminaire, justement, même si ce n'est pas forcément facile à mettre en pratique ensuite. Alors, moi, je parle depuis donc, la psychiatrie, mais surtout l'épidémiologie et la santé publique. Et c'est vrai que on voit bien le fonctionnement en silo, notamment dans ces études-là. C'est pas les mêmes journaux. Enfin, la structuration de la recherche fait que les échanges même sont compliqués. Nous, en tant qu'épidémiologistes, on ne lit pas beaucoup de papiers de sociologie, malheureusement. Je pense que, je ne sais pas si vous, quand vous avez travaillé sur le suicide, vous avez été amené à utiliser des documents d'épidémiologie ou si vous avez été chercher vos propres données.
comment vous avez pu travailler sur cet objet en tant que sociologue, en fait? Comment vous avez construit vos corpus de données? Ouais, si vous voulez, nous, on a travaillé essentiellement sur les données existantes, c'est-à-dire les données sur les causes de décès, hein, c'est-à-dire que l'essentiel, je veux dire, du travail consiste à comparer des taux et à montrer l'évolution de ces taux, c'est-à-dire avec toutes les limites que je vous ai indiquées au début. Bon, et aujourd'hui, si vous voulez, c'est facile je veux dire, ces données sont publiques. On peut enfin, elles sont en libre accès, je veux dire, sur le web. Enfin, je veux dire, on peut les avoir. C'est le CPD, le CPDC, etc. Bon. Alors, par contre, si vous voulez, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que le sociologue peut s'aventurer dans des domaines dans lesquels par principe, si vous voulez, en strict durkheimien, il s'interdisait de le faire. Bon. Et je veux dire, ça a été un surmoi important, hein, je veux dire, qui a empêché beaucoup de choses. Et maintenant, si vous voulez, et c'est des jeunes justement qui ont fait ça et qui sont extrêmement intéressants, qu'on peut, enfin, je veux dire, l'analyse qu'on fait du suicide des jeunes, les sociologues de la région Bourgogne-Franche-Comté est absolument passionnante parce qu'ils ont réellement interrogé et de manière en histoire de vie des personnes qui étaient en grande difficulté et ils ont réussi à obtenir des récits et à établir, si vous voulez, des histoires qui sont extrêmement utiles pour connaître ça. Mais nous, avec Roger Sablé, on n'a pas fait ça du tout. Hein. Je veux dire, alors par contre, bon, on savait ce que faisaient les démographes, ce que faisaient les épidémiologistes, etc. Mais c'était, je veux dire, on est resté complètement dans la voie, je veux dire, de la sociologie traditionnelle. Et vous aviez pu faire des collaborations justement avec des épidémiologistes ou même avec des psychiatres peut-être? Enfin, est-ce qu'ils ont été relecteurs de vos travaux par exemple? Est-ce que vous avez eu des échanges? Comment ça si vous voulez, on a eu des relations, c'est-à-dire qu'en gros, les études qu'on a faites en sociologie ont été assez bien accueillies. Hein, je veux dire, par les psychiatres qui ont trouvé ça extrêmement intéressant. Bon. Et moi, j'ai noué des relations très intéressantes et personnelles, je veux dire, avec différents psychiatres, entre autres, qui avaient travaillé beaucoup sur les prisons. Bon. Donc, on a pu beaucoup parler, discuter, etc. Et en même temps, c'est très constructif. Enfin, je veux dire, mais c'est dans un peu un deuxième temps, ça, si vous voulez. C'est-à-dire que l'essentiel, on l'a fait. Enfin, et c'était intéressant, je veux dire, le fait qu'au début, si vous voulez, on a fait un truc assez scolaire, quoi, je veux dire, sur Durkheim, et puis c'est des étudiants qui nous ont dit, mais alors, et aujourd'hui, on sait, à ce moment-là, on a refait les calculs, on a refait, etc. Et c'est, je veux dire, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Hein. Oui, c'est sûr. On va donner la parole à Marie-Geoffrey Rosti, peut-être. Bonjour, merci beaucoup, Monsieur Baudelot, c'était extrêmement intéressant. Donc moi, je ne suis pas une spécialiste du suicide, je suis plutôt une spécialiste de la question des drogues. Et donc, on a travaillé, alors, enfin, bon, moi je suis sociologue et politiste, mais je mène également des enquêtes en santé publique en utilisant les méthodes de l'épidémiologie. Et dans ce cadre-là, en fait, on avait mené une enquête sur les usagers de drogue. Et leur situation en matière de santé mentale. Et on avait vu des différences très importantes entre les usagers de drogue donc, qui venaient des pays de l'Est et les usagers de drogue qui venaient d'Afrique du Nord. Et on avait été très ennuyés par ce résultat parce qu'on ne savait pas trop comment l'expliquer. Et donc, on ne voulait pas justement recourir à des explications culturalistes. Donc, on n'a jamais en fait exploité cette différence-là dans un papier. En fait, ce qu'on voyait, c'est que du côté des personnes donc, qui étaient originaires d'Afrique du Nord, on avait
donc des taux de dépression déclarés plus élevés que chez les personnes qui venaient des pays de l'Est, alors même que pour les personnes qui venaient des pays de l'Est, c'était des migrants récents qui avaient vécu vraiment des traumatismes extrêmement importants, alors que pour les personnes qui étaient originaires donc des pays d'Afrique du Nord, c'était des migrants plutôt deuxième et troisième génération. Et donc, on avait commencé à avoir des explications un peu culturalistes sur l'expression de la plainte différente dans les pays du Sud versus dans les pays slaves, mais donc on n'était vraiment pas convaincus en tant que sociologue par ces explications. Donc, résultat, on n'a jamais publié ces données-là parce qu'on était incapable de les expliciter. Et la question que j'avais à vous poser, c'est est-ce que vous seriez en mesure donc de nous donner des pistes d'explication? Et je me demandais si sur la question du suicide, vous aviez évacué un peu la question de la religion en disant, enfin en parlant du catholicisme, enfin non, de la religion orthodoxe. Mais en tout cas, quand on compare les pays du Nord et les pays du Sud, il y a la question du protestantisme aussi. Protestantisme versus catholicisme. Donc nous, sur la question des politiques des drogues, en fait, on utilise beaucoup cette distinction en termes de religion parce que dans les pays du Nord, on a eu beaucoup plus de politiques très pragmatistes et on les met en lien avec cette question de la religion protestante et de la place accordée à la responsabilité individuelle versus catholicisme et voilà, une vision plus collective avec une place moindre enfin, sur la question de la responsabilité individuelle, en tout cas sur les questions de drogue. Donc, je voulais voir avec vous si, sur les questions de suicide, une des explications nord-sud, en tout cas, pouvait pas aussi être liée à cette question de la place qui est accordée à la responsabilité individuelle dans les pays du Nord et dans les pays du Sud. Oui, là aussi, on s'aventure dans des endroits, enfin, dans des lieux compliqués. Oui, oui. Et je ne suis pas étonné que vous ayez aussi rencontré des difficultés, parce qu'à partir du moment où on est exigeant au niveau de l'explication, je veux dire, on ne peut pas se contenter, je veux dire, de choses simples. Et je pense que enfin, c'est des questions compliquées. Alors, Durkheim a montré, si vous voulez, enfin, que alors, les protestants se suicident plus que les catholiques. Bon. Alors, comment est-ce qu'il l'a montré? Il n'a pas montré véritablement, c'est-à-dire que c'était impossible, si vous voulez, dans aucune base de données, d'indiquer la religion des suicidés. Donc, comment il a fait? C'est qu'il a pris des États en Allemagne, je veux dire, où il y a une prédominance de catholiques et d'autres où il y a une prédominance de protestants. Mais il a constaté qu'il y a davantage de suicides dans les États où il y a une prédominance de protestants. Mais il n'a jamais démontré que dans ces États-là, c'était les protestants qui suicidaient. Hein. C'est-à-dire que c'est enfin, je veux dire, c'est une mesure très indirecte. Bon. Alors, son idée à lui, c'est que si vous voulez, la religion protestante est beaucoup moins intégratrice que la religion catholique avec ses rites. C'est-à-dire que les sacrements, je veux dire, la messe toutes les semaines, je veux dire, l'encadrement, je veux dire, très assuré par, je veux dire, la religion, les prêtres, la confession, etc. Enfin, je veux dire, le fidèle est beaucoup plus intégré à un groupe social que dans le protestantisme où il est seul avec Dieu. Enfin, je veux dire, voilà. Bon, c'est l'explication qu'il donne. Bon. Alors, d'autre part, si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, dans les pays musulmans, on ne se suicide pas. Donc, si vous voulez, il est vraisemblable que la religion aussi joue un rôle, je veux dire, très, très important. Mais par quel canal exactement, je veux dire, là aussi, c'est que, si vous voulez, c'est-à-dire que les protestants, je veux dire,
sont aussi, je veux dire, c'est-à-dire la variable protestante s'inscrit aussi dans un certain nombre de types de régions avec des particularités démographiques, historiques, qui ne sont pas les mêmes. Donc, on peut dire que la religion peut y contribuer, mais comment, etc. Alors, ce qui est, alors, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que lui, si vous voulez, il était laïque, Durkheim, il était républicain, etc. Et en même temps, il voyait que de son temps, le suicide augmentait et que l'État républicain n'avait pas trouvé les moyens, si vous voulez, d'assurer une cohésion puisqu'il développait davantage d'individualité, etc. Il était tout à fait désolé de ça, c'est-à-dire que les valeurs républicaines enfin, et laïques, enfin, il était extrêmement laïque, allaient justement à l'encontre d'une intégration qui était assurée par la religion. Bon, ça c'est... Alors, sur l'autre versant de votre question, ben, je vous avouerai que moi, je ne peux pas, enfin, si vous voulez, je n'ai pas du tout de réponse claire, sinon que, si vous voulez, on est dans des ensembles de causalité complexes, hein, c'est-à-dire qui s'entrecroisent, etc. Et c'est de même que si vous voulez, l'histoire de... Alors, parce que très souvent, si vous voulez, il y a eu des trucs simples sur l'histoire de la violence, par exemple. Bon. Il y a eu des écrits, enfin, des gens qui ont dit que, en gros, quand il y avait des suicides, enfin, je veux dire, il y avait moins d'homicides. Et quand il y avait plus d'homicides, il y avait moins de suicides, bon, etc. Et que ça, il fallait tuer, bon, mais quand on tuait les autres, à ce moment-là, on ne se faisait pas soi-même. Bon, alors c'est magnifique comme explication et en même temps, bah, c'est très discutable et c'est un peu simplet quand même. Je veux dire, donc c'est complexe hein, ces trucs-là. Et on n'est pas sûr du tout d'avoir je veux dire, enfin, ça veut dire qu'il y a, pour les générations qui viennent, il y a du boulot à faire et à expliquer. Enfin, je veux dire, c'est intéressant, enfin, toutes les questions que vous posez. Mais dans l'immédiat, enfin, je n'ai pas lu si vous voulez, de trucs convaincants toujours sur l'histoire enfin, je veux dire que certains pays ou certaines... Alors, sur l'Angleterre, ce qui est sûr, c'est que les données sont faussées par le fait que, comme c'était un crime, il a été en grande partie dissimulé. Merci. Je voulais juste intervenir sur il y avait une question qui faisait un petit peu écho à l'intervention de Marie-Geoffrey Roustide, qui était sur les consommations, quel était le rôle de l'augmentation de la consommation de drogue dans le suicide. Et je me disais qu'il y avait, on ne l'a pas évoqué, mais un des chiffres qui était quand même parlant, c'est donc quand il y a eu une politique de répression de l'alcool fort, de la vodka en Russie, le taux de suicide a chuté drastiquement. Là, on peut voir peut-être une corrélation, mais qui n'était pas finalement, enfin, qui a été difficile à exploiter. Mais c'est vrai que alors, la relation entre drogue et taux de suicide, augmentation de la consommation de drogue, c'est aussi une question qui pourrait être travaillée. Je regardais notamment, en fait, il faudrait faire une étude mondiale sur tous les suicides, mais l'OMS a quelques ressources là-dessus. Il y a un rapport en 2014, il y a un plan d'action prioritaire. Donc, c'est des choses qui vont être faites. Peut-être il y a un travail sur les indicateurs qui permettrait d'avoir toutes choses égales par ailleurs, des chiffres qui permettraient d'analyser. Oui, parce que ça c'est clair, si vous voulez, que l'alcool, enfin, en tous les cas l'alcool. Par exemple, en Russie, enfin, l'URSS de l'époque, je veux dire, le taux, c'est-à-dire, ce qui est intéressant dans l'histoire de la Russie, c'est que avant, je veux dire, la révolution, le taux de suicide était très faible. C'est-à-dire que la Russie avait jusqu'en 1917 des taux de suicide beaucoup plus faibles que celui de la France en particulier, mais même de l'Allemagne, je veux dire des pays européens de l'Ouest. Bon. Et le taux de suicide a monté.
il a monté dans les années immédiatement postérieures à la Révolution. Il était très, très bien suivi. C'était des médecins légistes qui tenaient les statistiques et c'était remarquablement bien fait. Et ils avaient tout celui d'Urkheim et enfin, je veux dire, ils étaient totalement durkheimiens dans leurs explications, etc. Et puis, le taux de suicide a monté tellement fort qu'on a coupé les statistiques. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas en Russie, si vous voulez, les dernières statistiques, celles datent de 1921, 22, 23, un truc comme ça. Et on ne connaît après que les statistiques à partir de 1960. Et ces statistiques ont été rétablies par une coopération entre l'Institut national d'études démographiques de France et des statisticiens et des juristes russes dans les années 60. Bon. Et après, on s'est aperçu qu'entre 1917 et 1960, le suicide avait beaucoup monté, mais très fortement. Je veux dire, pour devenir, je veux dire, les pays où le taux de suicide est le plus élevé. Bon, donc, si vous voulez, ça a continué. Je veux dire, ça s'est amorcé après la Révolution de 17 et ça a monté de manière très, très forte sans qu'on sache exactement comment ça s'est passé, etc. Bon, alors, il y a eu Gorbatchev qui a, pendant le bref moment où il a assuré le pouvoir, il a énormément renchéri le prix de la vodka et diminué énormément la production d'alcool. Bon, et elle a pris des mesures d'État. Enfin, je veux dire, donc, si vous voulez, l'alcool était beaucoup plus, enfin, la consommation d'alcool et de vodka en particulier était beaucoup plus faible. Et alors, sur les courbes, alors j'aurais dû mettre cette diapositive, mais j'ai oublié, c'est extrêmement clair et net, c'est-à-dire que les homicides ont baissé, le taux de suicide a baissé, les accidents du travail ont baissé, les accidents en général ont baissé, enfin la mortalité par accident du travail, etc. Et tout a baissé. Bon. Et quand, je veux dire, l'un des premiers actes de celui qui a succédé à Gorbatchev, Elstine, a pris le pouvoir et était tout le temps vu avec une bouteille de vodka à la main parce que c'était un alcoolique invétéré, je veux dire, immédiatement, tout est reparti à la hausse. C'est-à-dire que, si vous voulez, il n'y a pas d'opposition là entre, enfin, je veux dire, toutes les formes de violence, l'alcool enfin, je veux dire, les développe, quoi. C'est-à-dire, bon, et là, il n'y a pas de distinction entre les accidents, le suicide, les homicides, etc. Bon, ça, c'est absolument sûr. Ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être que je peux juste dire un mot sur ce que dit l'épidémiologie contemporaine sur ces choses-là en complément. En fait, donc l'épidémiologie contemporaine, elle étudie, elle essaie de mettre en évidence des facteurs de risque et des facteurs protecteurs. En fait, l'idée, c'est de donner des outils opérationnels pour les cliniciens quand on est face à une situation, par exemple, avec des personnes qui ont des idées suicidaires, de prendre des décisions telles que faut-il hospitaliser cette personne pour la mettre à l'abri d'un geste, quel type d'intervention on va faire. Et donc, dans cette volonté de répondre à ces questions-là, qui sont vraiment des questions de clinique immédiate, on cherche des facteurs de risque et des facteurs protecteurs. Et dans les facteurs de risque qui ont pu être identifiés, il y a effectivement l'alcool ou des psychotropes qu'on dit désinhibants, c'est-à-dire qui vont favoriser l'impulsivité, augmenter l'impulsivité, et donc le risque de passage à l'acte immédiat. Ce qu'on essaie d'étudier en épidémiologie, c'est le passage justement de l'idéation suicidaire qui est relativement répandue, en fait une expérience humaine assez relativement répandue, au passage à l'acte en lui-même. Donc dans ces facteurs de passage à l'acte, il y a des traits de personnalité tels que l'impulsivité. On n'a pas tous le même degré d'impulsivité au départ. Alors après, la question de savoir si c'est inné ou acquis, etc., c'est pas le sujet, mais c'est des choses qu'on peut travailler justement en psychothérapie ou même avec certains médicaments qui sont des anti-impulsifs. Et donc, certains psychotropes favorisent, donc, que ce soit des drogues ou des médicaments, favorisent cette levée d'inhibition. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle la douleur psychique, c'est-à-dire
la souffrance de la personne sur le moment, avec l'idée que plus la souffrance est intense, plus est insupportable justement et intolérable, alors la seule ressource envisagée par la personne, c'est la mort. Et ça, on le voit bien aussi dans des cas même historiques, hein, de douleurs physiques. On a des descriptions de douleurs physiques chroniques, intenses, historiques à plusieurs siècles, où les médecins, même dans des sociétés catholiques, où par exemple le suicide était interdit, un péché, etc., on sent que en fait, les médecins ne jugent pas le fait que la personne puisse donner la mort face à des douleurs insupportables. Et en psychiatrie, on a ce concept de douleur psychique associé. Donc l'intensité de la souffrance, c'est quelque chose qu'en tant que psychiatre ou en tant que chercheur en épidémiologie, on essaye de mesurer pour voir justement le taux de passage à l'acte. Et c'est un facteur prédictif très important et indépendant de la pathologie. Ça veut dire que ce n'est pas forcément la douleur psychique de la dépression ou de telle maladie qui fait qu'on va pas passer à l'acte, c'est une douleur qui est transnosographique et qui favorise le passage à l'acte. Alors évidemment, après, il y a tous certains facteurs de risque, le fait d'être un homme, le fait d'être à des âges extrêmes de la vie, c'est-à-dire un enfant qui a des idées suicidaires ou une personne âgée qui a des idées suicidaires, ce sont des facteurs de risque qui se rajoutent. On a effectivement le fait d'avoir un trouble psychique associé, donc les personnes qui ont des idées suicidaires dans le cadre d'un trouble psychique sont plus à risque de passer à l'acte. Les personnes qui ont des antécédents de passage à l'acte personnels ou familiaux aussi sont beaucoup plus à même de passer à l'acte. Enfin, il y a tout ce qui est événements de vie. Alors, évidemment, ça paraît intuitif, les événements de vie qu'on dit compliqués, comme par exemple l'annonce d'une maladie grave et incurable, le deuil d'un proche, d'autant plus si c'est un deuil compliqué, par exemple quand les personnes étaient en conflit, des choses comme ça, une mise au chômage, mais aussi certains événements de vie qui peuvent paraître a priori joyeux, comme le mariage, l'arrivée d'un enfant, etc. En fait, ce n'est pas forcément des facteurs protecteurs. Et dans les facteurs protecteurs, c'est, voilà, si on pourrait le dire en termes plus sociologiques, c'est les ressources des personnes, que ce soit des ressources sociales, économiques, enfin, en plusieurs types de capitaux, en fait. Et ça, c'est quelque chose, typiquement, en tant que clinicien, qu'on évalue aussi immédiatement. Est-ce que l'entourage est soutenant ou non? Et si l'entourage n'est pas du tout soutenant, défaillant ou inexistant, à ce moment-là, l'hospitalisation est proposée comme une forme de palliatif aussi à cet entourage-là. Voilà. Oui. Merci Astrid. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, en reprenant dans le fil un petit peu de questions, il y avait la question de la religion revient beaucoup, interdiction du suicide dans la religion musulmane, une enquête qui a montré que les catholiques avortaient plus que les protestantes. Moi, j'avais une dernière question, s'il n'y en a pas d'autres. Peut-être sur la question de la relation entre suicide et conjugalité ou suicide et genre, à savoir qu'on dit toujours que les femmes donc, sont protégées du suicide, enfin relativement bien sûr. Et c'est vrai qu'on se demande est-ce que c'est leur rapport au langage, leur rapport aux enfants, leur rapport à l'aspect intergénérationnel. Donc, du coup, de façon assez logique, on se dit que s'il y a de plus en plus de femmes qui n'ont pas d'enfants, le suicide devrait augmenter dans cette population. Ça permettrait d'isoler si c'est la descendance directe qui a un effet sur le suicide ou pas. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on se dit que si les femmes, s'il y a des suicides, s'il y a une augmentation des suicides chez les femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est difficile d'isoler. Est-ce que c'est les effets en fait de l'égalité ou est-ce que c'est aussi la pression sociale d'avoir échoué à ne pas en avoir? Enfin, c'est difficile à isoler, j'imagine. Et ensuite, d'autres questions que je me pose. Alors, c'est plus une remarque peut-être, mais je me demandais, est-ce que c'est toujours le cas? C'est-à-dire, est-ce que les femmes se suicident toujours moins? Est-ce que c'est un des chiffres les plus stables qu'on peut mettre en avant? Et sur la question entre suicide et conjugalité, si j'ai bien compris, donc les hommes se suicident plus. En revanche, le divorce protège du suicide, protège les hommes. Et par contre, les femmes ne sont pas du tout protégées par le couple. Au contraire, plus il y a de divorce, moins les femmes se suicident. Donc, en fait, le divorce serait protecteur pour les femmes. Et donc, c'est une question à laquelle je réfléchis. Je me disais, mais alors finalement, est-ce que si on imagine que le partage des tâches entre hommes et femmes, bien qu'il n'y ait que quelques minutes qui changent dans une vingtaine d'années, mais en espérant que ça continue à augmenter, est-ce que le fait d'accéder plus d'être capable de réaliser des tâches ménagères ou d'être plus autonome dans ces relations sociales pourrait équilibrer
le fait que le mariage soit une menace pour les femmes et le divorce une menace de suicide pour les hommes. Est-ce que c'est aussi directement lié à ça ou est-ce que pareil, on a du mal à isoler ce qui fait que... Oui, oui, on a du mal à l'isoler, mais enfin, c'est quand même, il y a des tendances fortes quand même. Alors, si vous voulez, il y a un truc intéressant, c'est que, alors, sur l'histoire du divorce, aujourd'hui, si vous voulez, au temps de Durkheim, le divorce était, je veux dire, c'était un événement rare et très mal vu. Enfin, je veux dire, c'était vraiment la vue d'un échec, etc. Aujourd'hui, c'est complètement enfin, je veux dire, il s'est extraordinairement, il a énormément accru et je veux dire les stigmates sociaux, enfin je veux dire moraux qui lui sont associés ont disparu, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que c'est entré totalement bon. Et si bien que aujourd'hui, si vous voulez, la variable divorce est beaucoup moins explicative que le truc. Par contre, il y a quelque chose qui est très très intéressant, c'est le veuvage. C'est-à-dire que les veuves se suscitent plus, bon, mais les veufs hommes, beaucoup plus, et les femmes, pas du tout. C'est-à-dire que le veuvage réussit très bien aux femmes. Et ça, c'est très intéressant, quoi. Ça veut dire, non, mais je veux dire, ça veut dire, c'est la veuve joyeuse, enfin, c'est, je veux dire, enfin libérée. Non, mais c'est extrêmement net, ça. Je veux dire, là, les écarts statistiques sont tout à fait clairs et nets. Et donc, enfin, tout ce que vous disiez, c'était pour essayer de comprendre, je veux dire, comment, je veux dire, la domination masculine, je veux dire, sur les femmes ou l'absence d'égalité, etc., pouvait jouer. Bon, alors, ce qui est sûr, c'est que toutes enfin, je veux dire, les tendances à l'égalisation, ça je l'ai souligné tout à l'heure, je veux dire, n'ont pas du tout augmenté et le fait que les femmes travaillent plus aujourd'hui. C'est-à-dire que les femmes de l'époque de Durkheim travaillaient moins. Enfin, je veux dire, enfin, il y avait les agriculteurs, mais je veux dire, dans les villes, c'est la mère de famille. Bon, tandis qu'aujourd'hui, le taux d'activité des femmes a énormément cru, enfin, et aucun effet sur l'écart entre hommes et femmes. Bon. Alors, ce que je peux quand même vous lire, parce que c'est quand même, on a fait un certain nombre de chemins, quoi. C'est ce que disait Durkheim pour expliquer les conséquences du divorce. Mais cette conséquence du divorce qui fait que l'homme se suscite plus est spéciale à l'homme. Elle n'atteint pas l'épouse. En effet, les besoins sexuels de la femme ont un caractère moins mental, parce que d'une manière générale, sa vie mentale est moins développée. Ils sont plus immédiatement en rapport avec les exigences de l'organisme, ils les suivent plus qu'ils ne les devancent et trouvent par conséquent un frein efficace. Parce que la femme est un être plus instinctif que l'homme, pour trouver le calme et la paix, elle n'a qu'à suivre ses instincts. Bon, alors là, je veux dire, on a fait des progrès quand même. Je veux dire, sur ce genre d'explication, je veux dire, ça fait bondir. Quoi. Enfin, je veux dire, bon, mais c'est intéressant qu'un type aussi avancé, aussi, je veux dire, novateur, quoi, qu'elle a été Durkheim, il partageait quand même ces idées-là. Bon. Alors, sur cette question-là, je veux dire, enfin, je pense que c'est intéressant, mais je veux dire aussi, il faut le voir dans la transformation complète, je veux dire, des statuts de l'homme et de la femme aujourd'hui, quoi. Et que les divorces et les séparations, c'est souvent des occasions de refonder une famille, enfin, etc., et une famille beaucoup plus désirée, enfin, choisie librement que n'était le premier mariage. Enfin, je veux dire. Donc, ça, c'est des choses qui ont beaucoup changé, quoi. Bon. Mais que ce qui est certain, enfin, moi, ce qui me semble le plus frappant dans l'histoire le statut c'est la solitude effrayée des veufs. Quoi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que ça va se maintenir? C'est-à-dire avec. Parce que les hommes ont quand même appris pas mal enfin, je veux dire, à partager les tâches domestiques. Enfin, je veux dire, ils s'occupent beaucoup plus des enfants qu'avant. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans un même partage des tâches qu'il y a 50 ans ou encore moins 100 ans. Mais je veux dire, est-ce que ça, c'est des choses qui évoluent, qui rendent l'homme plus. Enfin, parce qu'on peut dire aussi, si vous voulez, que le fait que le suicide
je veux dire, que les hommes se suicident le plus, c'est que les hommes sont plus fragiles. C'est-à-dire que, je veux dire, et que je veux dire, le fait qu'il soit 100% au travail, enfin, il a très peu l'occasion, je veux dire, de nouer des relations, je veux dire, stables, durables, en dehors de la sphère du travail ou des choses comme ça. Bon, et donc, il est beaucoup moins associé au transfert des générations. Enfin, je veux dire, les femmes, même aujourd'hui, si vous voulez savoir si je veux dire, votre petite nièce a passé le bac ou pas, etc., il ne faut pas interroger l'oncle, hein, je peux interroger la femme, etc., enfin, qui est tenue au courant régulièrement, radio famille, enfin, etc., de toute l'histoire, enfin, je veux dire, familiale. Et donc, la femme, encore aujourd'hui, bon, elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de ses petits-enfants, elle s'occupe de ses maris, elle s'occupe de ses parents, elle s'occupe de ses beaux-parents. Je veux dire, elle est liée avec tous ces trucs intergénérationnels. Ce n'est pas du tout le cas de l'homme. Bon. Et donc, là aussi, c'est des choses importantes. Enfin, je veux dire, dans l'inégalité, si vous voulez, du lien social, quoi. Je veux dire, dans les inégalités d'affiliation. Enfin. D'accord, merci pour cette réponse. Il y avait une dernière question sur le burn-out dans les questions écrites. Est-ce que le lien entre suicide et travail, peut-être qu'on imagine très bien que quand il y a une crise, quand il y a un chômage important, c'est ça qui fait beaucoup augmenter le chômage des jeunes ces dernières décennies. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ben oui, c'est-à-dire qu'il est certain qu'aujourd'hui, le travail est encore, quoi qu'on en dise, si vous voulez, l'un des liens sociaux les plus forts qui soit pour relier une personne, enfin, je veux dire, en âge de travailler à la société. Enfin, je veux dire, c'est absolument évident. Et que, je veux dire, il y a aussi enfin, c'est aussi, le travail est aussi une source, enfin, je veux dire, enfin, nous, on avait fait une enquête assez forte avec des étudiants et on l'avait publié avec Michel Golac dans un bouquin sur le bonheur au travail. Quoi. Et on s'aperçoit que, si vous voulez, enfin, le travail est un... Je veux dire, il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui sont extrêmement heureux, et il y a des gens qui se défendent, enfin, je veux dire, qui prennent tout un ensemble de mesures pour que le travail je veux dire, n'ait pas trop d'importance dans leur vie, etc. Et ben, je veux dire, là, c'est absolument évident qu'il y a tout un ensemble de facteurs, si vous voulez, de l'intensification, je veux dire, du travail, la précarisation croissante, c'est absolument évident que c'est des facteurs extrêmement forts, je veux dire, qui sont des facteurs de risque. Mais, chose importante, on n'a pas encore, et je veux dire, c'est pas si simple, parce que, je veux dire, il n'y a pas de corrélation claire et nette entre le taux de chômage et le taux de suicide en France. Ça, alors, il y a plus de liens en France entre le taux de suicide et chômage qu'en Angleterre ou en Italie ou en Espagne, où là, il n'y en a aucun. Hein, c'est-à-dire que le chômage est tout à fait bien vécu. Enfin, je veux dire, il y a donc, si vous voulez, il y a plus, mais le lien n'est pas très fort. Quoi. Statistiquement, il n'est pas très fort. Donc, c'est plus compliqué. Hein, je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il y avait une remarque sur la question du climat. Est-ce que c'est l'éclairage qui produirait plus de suicides et qu'en est-il de l'hémisphère sud? Alors, l'hémisphère sud, je veux dire, il y a très peu de suicides. Hein. Argentine, Brésil, tout ça. Enfin, moi, j'ai été souvent et je veux dire, le taux de suicide, c'est très faible. Donc oui, on revient à un argument un peu culturaliste sur des sociétés latines très concentrées autour de la famille Oui, peut-être. Ouais. et de la vie à l'extérieur. Sur l'éclairage, peut-être je peux dire un mot. En fait, c'est effectivement quelque chose qui est étudié par les psychiatres actuellement. L'idée, c'est d'abord de faire un lien entre éclairage et dépression, et ensuite dépression et suicide. Ouais. Mais on a montré que ça ne marche pas sur toutes les dépressions, c'est ce qu'on appelle plutôt les dépressions saisonnières, donc des gens qui ont une sensibilité justement à
à l'éclairage et pour lesquels, du coup, des thérapies de type luminothérapie sont développées. Donc, ce n'est pas toutes les dépressions, c'est certains types de dépression et ce serait un lien indirect du suicide via la dépression par rapport à l'éclairage. D'accord. Il y a une dernière question qui porte sur les professions qui seraient le plus impactées par le suicide. Est-ce que vous auriez là en tête On a parlé des agriculteurs tout à l'heure. Oui, 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 oui. Ben, il y a des professions, si vous voulez, alors je veux dire, enfin, agriculteur, c'est le plus fort, ouvrier aussi, mais il y a aussi d'autres professions qui sont très sensibles, les professions médicales en particulier. Il y a beaucoup plus tôt de suicides. Bon, et puis il y a si, il y a un truc, alors, mais là, il faut réagir de façon, enfin, je veux dire, faire ça d'une manière assez fine, quoi. Et c'est compliqué parce que, par exemple, euh, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur les suicides des policiers. Bon. Il y avait des gens qui disaient que ils se suicidaient beaucoup plus, etc. Bon. Et alors après, on a regardé les taux de suicide compte tenu de leur âge, compte tenu je veux dire, de leur sexe, qui sont essentiellement masculins, etc. Ça n'était pas. Mais en même temps, c'est plus compliqué parce que, je veux dire, on s'aperçoit que ce n'est pas la même saisonnalité, ce n'est pas le même âge. Donc, si vous voulez, le taux de suicide lui-même, combien, si vous voulez, en un an, ce n'est pas nécessairement le meilleur indicateur. Les enquêtes ont montré que s'il y avait un âge, je veux dire, qui était de l'âge autour de 40 ans, qui n'est pas du tout un âge important dans la cour générale de l'ensemble des taux de suicide, et, et que, je veux dire, bon, alors, il y a le fait qu'ils ont une arme aussi. Je veux dire, c'est un truc, c'est un type de suicide particulier, enfin, qui ne rate pas, quoi. Mais bon, alors il y avait les questions aussi, enfin, je ne sais pas du tout pour chasser, mais il y a quelque chose de très intéressant, et je sais que vous allez interroger ou bientôt exposer, enfin, les travaux de Pisu sur, il a fait des trucs très intéressants sur les tentatives de suicide. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, quand vous regardez d'un point de vue sociologique, les tentatives de suicide et les suicides donc réussis, enfin, accomplis, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que les suicides accomplis, c'est des hommes, des vieux, et c'est en jour de semaine et en particulier le lundi. Alors que les tentatives, c'est des jeunes filles, des jeunes, des filles et le week-end. Bon. Et que les moyens, je veux dire, de suicide et de tentative ne sont pas du tout les mêmes, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est, je veux dire, les médicaments pour les filles qui sont, bon, je veux dire, on peut revenir dessus, tandis que souvent, les hommes, c'est, je veux dire, la pendaison ou l'arme à feu, etc. Bon. Et donc, les sociologues, dans l'ensemble, si vous voulez, ont plutôt dit que c'était deux phénomènes totalement différents et que la tentative de suicide, c'est plus un appel à la vie, c'est-à-dire retenez-moi, je veux vivre, mais si vous ne m'aidez pas, je vais me tuer. Alors que le suicide silencieux, etc., on passe directement. Et donc, c'était un peu du phénomène. Et en fait, si vous voulez, les psychiatres, eux, sont beaucoup plus réservés sur cette conduite des sociologues, c'est-à-dire que pour eux, c'est un facteur de risque considérable. C'est-à-dire que enfin, une tentative de suicide, c'est quelque chose qu'ils prennent vraiment comme un avertissement très sérieux, etc. Bon. Et finalement, et justement, Pisu, là, Florian Pisu a fait des choses très, très intéressantes là-dessus. C'est l'un des premiers, si vous voulez, qui a agité le grelot dans les milieux sociologiques pour expliquer que c'est beaucoup plus compliqué et que, je veux dire, et surtout, il a pris les différences entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles, etc. Et je pense qu'il peut faire quelque chose de très, très intéressant sur cette question de l'opposition. Et moi, au départ, il ne m'avait pas du tout convaincu, et en réfléchissant, et en le lisant, je trouve qu'il pose une question vraiment très, très importante. Et il est très vraisemblable qu'en fait, si vous voulez, les tentatives de suicide, c'est une population très hétérogène.
enfin, je veux dire, il y a des gens pour qui c'est un appel à la vie, etc., retenez-moi, etc., mais d'autres où c'est un peu autre chose. Et ça, enfin, je pense qu'on peut faire des progrès là-dessus. D'accord. On va prendre une dernière question de Marie-Geoffrey Roustide. Alors, est-ce que c'est... Alors, en fait, c'est pas une question, c'est juste un commentaire. Vous donniez tout à l'heure l'exemple de l'Argentine. Et donc là, je trouve que c'est un parfait exemple pour la question des facteurs de confusion. Il me semble qu'en Argentine, en fait, c'est le pays au monde où il y a le plus de psychanalystes. Donc, je me disais, voilà, il y a la question du fait que c'est un pays qui est en Amérique du Sud, mais c'est aussi un pays qui est, à ma connaissance, connu pour avoir un taux de psychanalystes extrêmement important, avec effectivement des personnes qui vont fréquemment consulter. Donc, ça peut aussi, Oui. j'imagine, voilà, jouer. Donc, c'est pour ça que, après, bon, si c'est le cas également d'autres pays du Sud pour lesquels on n'a pas ce facteur de confusion, mais voilà, c'était juste une petite remarque là-dessus. D'accord. Merci. Astrid, est-ce que tu veux réagir? Non, pour moi je pense qu'on a fait bien le tour de la question à partir de la présentation de M. Beaudelot. Merci beaucoup encore pour avoir accepté de participer. C'est un plaisir. C'est juste peut-être sur les tentatives de suicide, effectivement, en tout cas en psychiatrie, on pense ça comme un continuum. Et même, on rajoute aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé dans ce séminaire pour l'instant, c'est ce qu'on appelle les automutilations, qui sont aussi vues comme parfois des équivalents suicidaires, ou cette expression que j'emploie d'équivalent suicidaire, notamment chez les adolescents, des conduites très, très à risque, comme par exemple vouloir marcher sur le bord d'une autoroute, etc., où les personnes ne présentent pas forcément leurs actes en arrivant en disant « j'ai fait une tentative de suicide ». Par contre, on nous les amène en nous disant, voilà, on l'a retrouvé en train de marcher sur le bord de l'autoroute, à contresens, dans le noir, etc. Et donc, nous, on a tendance, par défaut, à prendre ça comme des équivalents suicidaires, ensuite à essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc. Voilà, donc c'est clair que la catégorie psychiatrique de suicide, tentative de suicide, chez les psychiatres, elle est extrêmement vaste et extrêmement hétérogène. Et je pense que du coup, il y a du travail pour les sociologues pour essayer de comprendre ce que les psychiatres font et de mieux nous aider à objectiver ce qu'on essaye de faire. C'est vrai. Merci beaucoup, Christian Beaudelot, d'avoir... C'est moi qui vous remercie. On se retrouve le lundi 11 avril de 18h à 20h pour une nouvelle séance du séminaire. L'invitée sera Marie-Geoffrey Roustide, qui est sociologue et spécialiste des questions d'addiction. Mais en même temps, vos séminaires s'inscrivent bien dans la pluridisciplinarité, enfin, qui est vraiment très, très importante. Hein. Et c'est nouveau, hein, c'est nouveau. Oui. C'est-à-dire que, non, mais ça n'existait pas avant. Ça. Et ça, c'est formidable, hein, je trouve. Et le 11 avril, on discutera d'un ouvrage qui est Mort de désespoir, donc, qui porte sur l'augmentation de la mortalité aux États-Unis dans la classe ouvrière blanche et une augmentation des morts par suicide due à la consommation de drogue et d'alcool qui sont en forte hausse. Et donc, on essaiera d'analyser ce phénomène aux États-Unis. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Au revoir et bonne soirée.